Well, the outstanding picture, I think, is probably generally considered. On se retrouve pour une nouvelle Fashion Police du Met Gala quelques mois seulement après la dernière édition. C'est l'un des tapis rouges les plus connus mais surtout l'un des seuls à être consacré à la mode. Mais alors, qu'est-ce que le Met Gala ? Le Met Gala est un gala de charité qui marque le coup d'envoi de l'exposition annuelle du Costume Institute, qui est l'une des plus grandes archives de costumes du monde, qui a été fondée en 1937. Et le Met Gala est la première source de revenus du Costume Institute. C'est d'ailleurs le seul département du Met à s'autofinancer. Cette année, ils ont battu un record puisqu'ils ont réussi à récolter plus de 17 millions de dollars, sachant qu'une place pour participer à ce gala coûte 30 000 dollars. Et il y a également de la possibilité d'acheter des tables de 10 personnes pour 300 000 dollars. C'est souvent les marques qui payent des tables, comme ça elles peuvent inviter leurs égéries, etc. Mais attention, quand bien même vous auriez le budget pour vous payer une place, il faut être invité ou validé par Madame Anna Wintour elle-même. Donc vous l'avez compris, les invités sont normalement la crème de la crème niveau mode et le tapis rouge sert à rendre hommage à la mode. Petite difficulté tout de même, il y a un thème à respecter. Le thème du tapis rouge correspond toujours à l'exposition annuelle du Costume Institute, mais là il y a eu quelques petits chamboulements puisqu'en 2021 le Met Gala a été retardé puisque le Met Gala normalement a lieu tous les premiers lundis du mois de mai, c'est comme ça, c'est carré, et là il a été fait plutôt en septembre et ils se sont très certainement dit que faire une exposition en septembre et une autre au mois de mai c'était peut-être un peu trop rapproché, et donc ils ont décidé de proposer une sorte d'exposition avec un thème commun et de le scinder en deux. En septembre, le thème de l'exposition était In America, Lexicon of Fashion, et donc le tapis rouge avait ce même thème. Le but était de rendre hommage à la mode américaine. C'était un thème très ouvert et souvenez-vous, ça a été un carnage. Je vous en avais fait une vidéo et je pense qu'Anna Wintour s'est dit on ne va pas renouveler l'expérience, on ne va pas renouveler cette catastrophe. Et donc là, pour cette seconde édition, le thème de l'exposition est In America, toujours mais an anthology of fashion, et elle a décidé de préciser un peu le thème avec une période donnée. Il s'agit de Gilded Glamour qui fait donc référence à l'âge d'or américain, et si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un peu d'histoire. Le thème Gilded Glamour se réfère au Gilded Age, à savoir en français l'âge d'or américain, qui correspond à une période bien définie, bien précise de l'histoire américaine, de 1870 à 1900 environ, et le nom vient en fait d'un roman écrit en 1873 par Mark Twain, qui était une sorte de satire de cette période-là et qu'il avait donc nommé The Gilded Age. Et d'ailleurs, à cette période-là, à cette époque, il y avait eu toute une vague de romans de protestation sociale, ce qui était très nouveau, mais très cohérent également, puisque ça a été une période de profonds bouleversements économiques et sociaux, avec également beaucoup de corruption politique. Je vais mieux vous expliquer. Premièrement, ça a été une ère très prospère avec une explosion de l'activité industrielle. Les entreprises ont commencé à produire en masse et ce phénomène a créé beaucoup d'opportunités d'emploi, mais également une montée de l'immigration rurale et internationale, mais bien évidemment avec des conditions de travail déplorables. En plus de ça, on est sur une période d'après-guerre de sécession avec l'abolition de l'esclavage, mais par contre la mise en place du système ségrégationniste. Bref, ça a créé de grosses inégalités sociales. Grosso modo, c'est le début du capitalisme avec des ouvriers qui sont exploités et à contrario des familles qui s'enrichissent. D'ailleurs, certaines de ces familles sont très connues comme les Rockefeller ou les Vanderbilt entre autres, et en cette période d'opulence, de grandiose, de richesse, faire partie de la haute société new-yorkaise avait quand même beaucoup d'impact, et à cette période on avait les anciens riches avec comme icône par exemple Caroline Astor qui carrément avait une liste des 400 familles socialement acceptables de New York, et croyez-moi, il valait mieux en faire partie. Et à contrario, on avait les nouveaux riches avec ces nouvelles familles qui étaient en train de faire fortune grâce à leurs entreprises industrielles, mais ils étaient du coup en marge de la haute société new-yorkaise. Ils avaient du mal à s'intégrer, ils ne faisaient par exemple pas partie de cette fameuse liste de Caroline Astor, mais on a l'icône Alva Vanderbilt qui a réussi à renverser la situation, et c'est vraiment la richesse de ces familles qui faisait leur pouvoir. Maintenant qu'on a fait un bon tour de l'histoire de cette période, voyons voir quels étaient les codes vestimentaires.
De 1870 à 1900, les codes n'ont pas forcément toujours été les mêmes, ils ont même plutôt évolué. Par exemple, si dans les années 60 et moins, on voyait beaucoup de crinolines, dans les années 70, on laisse place au faux cul avec des tournures plutôt volumineuses. Les tournures, ce sont donc les rembourrages au niveau des fessiers, et les corsets sont plutôt courts, alors que dans les années 75, la tendance change un peu, puisqu'on va sur une silhouette qui est beaucoup plus naturelle, avec des tournures qui sont toujours présentes, mais quand même beaucoup moins volumineuses, et également le corset s'allonge. C'est la tendance des longs bustes, des longs dos qui sont considérés comme plus attirants, et c'est également à cette période qu'il y a un développement, une amélioration des techniques de couture, avec un accès aux machines qui est beaucoup plus facile, et donc ça se ressent dans les tenues. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de matière, d'accumulation, des broderies, on a même des petits jeux d'asymétrie. Vraiment, les silhouettes sont bourrées de détails jusqu'au too much. Dans les années 80, nouveau petit changement, ah bah le naturel, on n'en veut plus, et c'est le retour des faux culs très volumineux. Et ce qui est marquant, c'est que la silhouette globalement reste naturelle. Quand on la voit de devant, elle semble plus ou moins normale, et c'est vraiment quand on la voit de profil qu'on voit un énorme volume au niveau des fessiers. Et bien évidemment, les corsets sont toujours là, l'opulence est toujours là, le satin, le velours, les nœuds, la dentelle, les franges, les volants, en veux-tu, en voilà. Dans les années 90, par contre, la tournure se perd et laisse place à des silhouettes en sablier. C'est ce qu'on appelle la Gibson Girl, et cette silhouette arrive en force notamment parce que la femme gagne en indépendance, donc elle a besoin de vêtements beaucoup plus pratiques, des petits chemisiers, des jupes, mais également parce qu'elle fait du sport, du tennis, du vélo, ce qui n'était pas forcément accepté avant. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le vêtement de sport fait partie intégrante du vestiaire. Maintenant que vous avez une meilleure idée du style vestimentaire de l'époque, voyons voir ce qu'on pouvait attendre de ce Met Gala. Premièrement, on pouvait faire une interprétation du thème de façon très littérale, très premier degré, et rendre hommage vraiment aux tenues historiques avec de l'opulence, du volume. Et si on voulait être très mode, il y avait même de quoi faire des petits clins d'œil à certaines tenues qui ont vraiment marqué la période. Par exemple, en 1883, Alice Vanderbilt a fait sensation en venant dans une robe qu'on a appelée Electric Light, qui avait été faite par Worth et qui est vraiment iconique, puisque elle avait une batterie qui était cachée sous les couches de satin et qui servait donc à allumer une ampoule qu'elle avait comme accessoire et qu'elle portait au-dessus de sa tête pour faire référence à la statue de la liberté. On peut également parler de Mademoiselle Kate Strong, qui avait marqué les esprits en se servant de la tête d'un chat empaillé comme chapeau et de 7 queues de chat empaillées pour orner sa jupe. Et puis pour finir, on a Mademoiselle Lila Vanderbilt qui s'était habillée en frelon. Voilà plein de petits exemples qui auraient pu vraiment servir d'inspiration pour ce Met Gala. On pouvait d'ailleurs également avoir des hommages aux couturiers de l'époque, comme je le disais, à Worth, mais pourquoi pas aussi à Jeanne Paquin, qui certes étaient des couturiers français, mais qui avaient une résonance à l'international. On pouvait aussi miser sur des réinterprétations plus modernes. Il y a eu de nombreux créateurs et designers qui se sont inspirés des tenues d'époque et qui les ont réinterprétées à leur manière. On a par exemple Charles James, McQueen, Westwood, Lacroix, John Galliano chez Dior, Givenchy, bref, on en a beaucoup, et on pouvait même faire des réinterprétations exprès pour ce Met Gala, pourquoi pas. Et j'attendais également pourquoi pas des tenues engagées. Déjà chaque année on a des personnalités qui ont des tenues avec des messages engagés, etc. Mais là je trouvais que ça s'y prêtait bien, puisque le nom même du thème, enfin du Gilded Age, sortait tout droit d'un roman de protestation sociale. Et comme en plus on est nous-mêmes un peu dans une ère de protestation, je trouvais qu'il y avait un parallèle à faire entre nos deux périodes, entre nos deux époques, et pourquoi pas faire des tenues engagées. Bien évidemment, j'attendais de l'opulence à gogo, et pour finir on pouvait aussi s'inspirer de l'architecture, de la culture de l'époque, l'art de l'époque, la culture, enfin il y avait plein de choses diverses et variées qui pouvaient servir d'inspiration autre que vraiment les tenues de mode. Maintenant qu'on a passé en revue tout ce qu'il était possible de faire, voyons voir ce que les invités eux ont décidé de nous proposer. Comme je vous l'ai dit, l'année dernière, le tapis rouge était une catastrophe. À ce qui paraît, même Anna Wintour était plutôt en colère. Elle aurait même demandé cette année à vérifier et valider tous les looks. Et si c'est le cas, ma chérie, ça ne se voit pas vraiment. Parce que spoiler, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, cette année est une nouvelle catastrophe. Peut-être même pire que celle de l'année dernière. Les invités en ont rien à péter du thème. Que ce soit les stars, les designers, theme sheets, ils en ont rien à foutre. So Courtney, when you heard that the theme was gilded glamour, like what did that mean to you? I honestly didn't really think about it. Really?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais me mettre en colère dans cette vidéo, vous l'avez compris, et pourtant tout était fait pour que je sois dans un bon mood, que je sois plutôt laxiste, puisque j'étais au Met Gala, j'étais devant plus précisément, vous voyez là? J'y étais. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu suivre toute mon aventure et surtout suivre le red carpet en direct parce que je vous postais tout en temps et en heure. J'étais contente de le voir, de le vivre, donc bien évidemment que j'ai vécu le moment un petit peu différemment et qu'il y a plein de tenues que j'ai aimées parce que je les ai vues, etc. Mais il n'empêche qu'une fois le Met Gala digéré, le constat reste le même. C'était globalement une catastrophe mode. On va commencer doucement avec Billie Eilish qui, elle, a fait ses devoirs puisqu'elle est venue dans une tenue Gucci qui est une interprétation assez littérale du thème. Si vous avez vu mon intro juste avant, ça saute aux yeux. On est vraiment sur une tenue avec beaucoup de références historiques. On a le corset qui lui sert bien la taille, qui fait ressortir ses hanches, accentué par le drapé de la jupe. En plus de ça, elle a utilisé des matières qu'on utilisait à l'époque, comme par exemple la dentelle au niveau des bras et la jupe en soie ou satin. Elle n'est pas allée dans le too much, mais c'est une interprétation relativement moderne parce qu'il y a quelque chose justement d'un peu épuré. À la fois, on peut également faire des parallèles avec des peintures de l'époque qui sont quand même vachement ressemblantes à cette tenue. Elle n'en a pas parlé, mais il se pourrait bien que ce soit sur le mood board pour cette tenue. Et en plus, j'aime beaucoup le fait qu'elle est twistée avec une accessoirisation un peu plus moderne, un peu plus rock et qui du coup lui ressemble bien et ça lui permet de s'approprier, on va dire, le look. Elle était trop mignonne sur le tapis rouge, elle tapait ses meilleures poses. Vraiment, on voyait qu'elle vivait le personnage. Et la spécificité en plus de cette tenue, c'est qu'elle est entièrement upcyclée. L'écologie, l'éco-responsabilité, etc. c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Billie Eilish. Et du coup, elle a demandé à la marque Gucci de faire sa tenue dans des chutes de tissus, des tissus que la marque avait déjà, etc. de tout récupérer pour faire cette tenue. Même ses chaussures sont en cuir vegan, je trouve ça bien qu'elle apporte de l'engagement à ces tenues et surtout elle prouve que c'est possible d'être engagé, mais dans le thème, contrairement à d'autres. Autre personnalité qui a décidé d'être plutôt premier degré, il s'agit de Nicolas Coughlan qui est venu dans une tenue Richard Quinn. On a tous les codes de l'époque avec les manches gigots, le corset, la longue traîne derrière, le côté un peu opulent, too much, avec tous les strass brodés sur la robe, mais surtout ces plumes qui donnent de la hauteur, qui donnent un peu de prestance et de puissance. J'aime beaucoup, il y a un côté très mode à ça, surtout que les plumes étaient particulièrement utilisées à l'époque, on en reparlera un peu plus tard. Donc vraiment, je la trouve très belle dans cette tenue. Juste moi, ce que j'aime pas trop, c'est l'association de couleurs avec ce rose un peu bébé et ce noir un peu plus profond. Il y a un côté presque un peu cheap, mais en même temps, c'est ce qui rappelle aussi l'époque où ils voulaient tellement en faire, il y avait tellement de détails, de couleurs, de tissus satinés qui reflètent la lumière et tout, qui avait un côté presque de mauvais goût, donc finalement ça rentre totalement dans le thème. C'était son premier Met Gala et elle a dit que c'était important pour elle de respecter le thème. C'est chose faite, on adore. Je voulais vous parler ensuite de la tenue de Camila Mendes qui m'a personnellement beaucoup fait réagir et je suis d'avance désolée pour Alexandre Matteucci qui a l'air mais adorable. Ça a l'air d'être un choix à la crème, j'aurais tant aimé sa tenue et malheureusement ce n'est pas le cas. Ce qui me chafouine un peu c'est l'inspiration donnée puisqu'ils disent s'être inspiré de la robe d'Alice Vanderbilt, la Electric Light Dress dont je viens de vous parler dans l'intro, qui est pour moi l'une des plus iconiques de l'époque, tellement elle est innovante. Je sais pas si vous vous rendez compte mais cacher une batterie sous les couches de satin, réussir à faire passer tous les fils pour qu'elle puisse allumer son ampoule, aller jusqu'au détail de broder plein de petits éclairs sur la robe avec des matières qui reflètent la lumière pour donner l'impression qu'elle illumine la pièce, qu'elle est une ampoule. Pour l'époque c'est quand même un truc de ouf, on est en 1883 je vous rappelle, et réduire cette icône à ça me désespère. Ils disent avoir imaginé la tenue comme si c'était une ampoule. Je suis désolée, ça n'a rien eu d'ampoule, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de mode. Peut-être les petits fils, les petites franges qui peuvent rappeler les fils dans les ampoules, mais grosso modo l'inspiration est quand même invisible. On dirait une robe de bal de promo alors qu'il y avait quand même de quoi faire. Et vraiment ça me met en colère d'être partie d'une si bonne idée parce que vraiment j'adore pour avoir ce résultat là. Je me dis qu'ils ont fait la robe avant d'avoir la référence, c'est pas possible autrement. Et je me demande même si à la base ils se sont pas peut-être un peu trompés puisqu'il y en a plein qui ont pris le thème comme étant glamour doré et qui sont pas allés jusqu'à l'âge d'or américain et c'est pour ça qu'on a beaucoup de tenues juste dorées et glamour. Donc est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé et après ils ont compris leur erreur et ils ont essayé de trouver une référence à la tenue? C'est possible.
D'ailleurs, Sabrina Carpentier fait partie des personnalités qui n'ont pas très bien compris le thème, puisqu'elle est venue dans une tenue Paco Rabanne qui lui va divinement bien. Vraiment, l'ensemble est magnifique. Ce petit top, cette bralette qui est tout en sequin mais avec des motifs un peu ronds qui donnent l'impression visuellement que c'est presque conique, avec cette grande jupe dorée qui part en traîne sur le derrière. C'est très frais sur elle. La mise en beauté en plus de ça est très jolie, mais elle est totalement passée à côté du thème, puisqu'elle-même en interview, elle parle vraiment du glamour doré et non pas de l'âge d'or américain. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, grosse déception également sur Janelle Monáe, qui est l'une de mes célébrités favorites en termes de vision mode. Là, elle est venue dans une tenue Ralph Lauren et son explication sur le thème est totalement bancale, et de toute façon on ne comprend rien à l'histoire qu'elle a voulu nous raconter avec cette tenue par rapport au thème, soi-disant une interprétation, une vision futuriste du Gilded Age. Elle a repris aucun code, on voit aucune référence, la tenue ne nous raconte rien. C'est une très belle tenue, honnêtement. Sur un autre red carpet j'aurais adoré. J'adore l'effet un cagoule tout brodé qui a comme un motif qui vient comme un plastron au niveau de la poitrine. Ici c'est bien recouvert, mais en même temps on a un très beau dos nu qui contraste avec la traîne noire. Sur les Oscars ou quoi que ce soit, j'aurais trouvé ça fabuleux. Pour le Met Gala, je ne comprends pas ce qu'elle a voulu nous raconter. De même pour Dakota Johnson, qui est venue dans une combinaison Gucci. Certes, elle utilise de la dentelle avec par-dessus des franges à paillettes, il y a le côté un peu too much, et je suppose que c'est ça son lien avec le thème, mais je trouve que c'est pas assez clair, c'est pas assez compréhensible. En plus, Gucci fait vraiment partie pour moi des marques qui auraient pu facilement se démarquer, étant donné que même maintenant on trouve que c'est du mauvais goût chic. Il y avait vraiment un parallèle à faire avec l'époque, et bah c'est un acte manqué. Parlons maintenant d'une personnalité qui a fait sensation, j'ai nommé Blake Lively, bien évidemment, qui était en plus de ça une invitée d'honneur. Elle a décidé de venir dans une robe Versace qui à la base était de couleur bronze, bien brillante, avant qu'elle nous fasse une petite transformation. On a un peu l'habitude maintenant sur les Met Gala, j'avoue que les transformations de look, ça commence à devenir la routine, mais là en tout cas c'était très cohérent, puisque la robe se transformait dans une couleur verte qui faisait en fait référence à la Statue de la Liberté, puisqu'à l'époque, quand elle a été livrée à New York en 1886, donc en plein dans l'âge d'or américain, elle était totalement de couleur bronze, et avec le temps, avec l'usure, elle est devenue de couleur verte telle qu'on la connaît nous aujourd'hui. Donc franchement, elle a vraiment réussi à retranscrire ça dans la mode. C'est pas toujours très facile de s'inspirer plutôt de l'architecture de monuments et de le faire en tenue sans être too much, en étant assez équilibré, en étant assez juste. Et là, je trouve qu'elle a vraiment réussi en s'inspirant plutôt des couleurs, de l'énergie de la Statue de la Liberté, plus que de la manière dont elle est habillée ou quoi, comme l'année dernière pour le thème américain. Il y en a plein qui avaient voulu jouer des toges pour faire référence à la statue. Là c'est un petit peu plus subtil, et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Mais en plus de ça, elle a réussi à intégrer d'autres références à l'architecture new-yorkaise qui lui tient à cœur, puisqu'elle dit dans une interview qu'elle adore New York, que c'est un peu son deuxième amour après sa famille. Et du coup, par exemple, sur tout le devant de la robe, on peut voir des motifs très géométriques qui rappelle l'architecture de l'Empire State Building, et également sur sa traîne on retrouve les constellations qu'on retrouve également dans la gare Grand Central de New York sur le plafond. Et en plus ça fait un joli parallèle avec sa première apparition dans Gossip Girl, qui a marqué sa carrière, qui a marqué un tournant. Franchement c'était très bien réfléchi, plutôt audacieux, sachant qu'en plus on a quand même le corset qui fait référence à l'âge d'or américain, avec un volume également sur le derrière, la traîne, on est dans l'opulence, dans le too much, très Versace, mais avec des références. Enfin, franchement c'était très bien trouvé. C'est une tenue qui est très intelligente et à la fois plutôt équilibrée. Bref, franchement un combo gagnant. Esthétiquement ce n'est pas ma favorite, mais ça c'est propre à mes goûts, mais je ne peux nier que cette robe fait partie des meilleures propositions de la soirée. Passons maintenant à Vanessa Hudgens, qui est venue dans une tenue Moschino que je trouve franchement décevante. On voit quelques détails à l'âge d'or américain, avec par exemple les manches gigots. On voit qu'elle a essayé peut-être de faire une accumulation de tissu avec cette traîne en dentelle. C'est plutôt joli, mais j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus, parce qu'on voit qu'elle a essayé de jouer avec la transparence, avec les broderies au niveau de la poitrine, mais ça manque d'audace, notamment au niveau du bas. À l'époque, les femmes jouaient beaucoup avec les accumulations de tissu, la symétrie, les broderies, etc. Et là ça paraît un peu
fade, un peu vide. Elle dit dans la vidéo Vogue que Jeremy Scott, donc le directeur artistique de Moschino, a voulu un peu s'inspirer de son amour pour Halloween, de son côté un peu gothique, mystique, pour faire la robe et la twister par rapport à l'époque. Je vois le style qu'ils ont voulu faire, qu'ils ont voulu donner, mais je trouve que c'est pas assez visible, c'est pas assez lisible, c'est beaucoup trop peu pour un Met Gala. D'ailleurs Moschino était plutôt décevant sur ce Met Gala. Il y a peut-être Anita qui a fait une tenue pas trop mal avec une sorte de faux cul revisité, même une silhouette qui fait penser un peu à l'âge d'or américain, mais avec ce côté glamour, des perles et tout. C'était pas une mauvaise proposition. Pour les autres, hein, franchement c'était pas ouf. Hein. Je pense par exemple à Megan Thee Stallion qui pour moi était complètement hors thème. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que Jeremy Scott pour Moschino fait du grandiose. Il a beaucoup d'humour, il fait de la parodie, il fait une mode assez particulière que pas tout le monde n'est capable de faire. Et pour ce Met Gala, il aurait pu nous faire des propositions de dingue, il aurait pu s'inspirer de caricatures de l'époque, il aurait pu aller dans l'opulence, le côté un peu premier degré du thème. Enfin vraiment, quand on s'imagine tout ce qu'il y avait à faire, on ne peut que être déçu. Et en parlant de team des marques, on a eu toute la team Louis Vuitton qui, encore une fois, est à côté de la plaque. Est-ce que ça nous étonne? Non. Alors que franchement, Louis Vuitton est l'une de mes marques favorites. Nicolas Ghesquière est pour moi un génie. J'adore ses défilés, j'adore ce qu'il fait, mais alors sur les red carpet, excusez-moi, mais c'est une catastrophe. Là, ils ont voulu jouer un truc un peu éco-responsable, utiliser d'anciennes tenues pour montrer que la mode est réutilisable, qu'on doit pouvoir porter les tenues plusieurs fois. Ok, il n'y a pas de souci, mais sors-nous de belles archives, sors-nous des tenues qui ont un sens, qui vont porter ton message. Là, franchement, c'est juste passé inaperçu, c'était même carrément ridicule. La Emma Stone qui vient dans une petite robe blanche qu'elle a utilisée lors de son dîner de mariage ou de je ne sais quoi, ça n'avait aucun sens. Et si tu veux vraiment être engagé et de vraies actions sur tes défilés, dans tes magasins, dans tes collections, et viens pas nous enquiquiner sur le Met Gala avec ton message foireux. Passons maintenant à Cardi B qui est venue dans une tenue Versace et je trouve le choix de la marque plutôt cohérent parce que c'est vrai qu'avec Donatella, elle partage ce même amour pour le too much, pour l'opulence, pour l'extravagance. Elles ont un peu la même vision de la mode. Ça frôle d'ailleurs souvent le mauvais goût pour certains. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour cette tenue, elle explique qu'elle a eu deux grosses inspirations, on va dire. Déjà, elle avait envie de rendre un hommage à la culture hip-hop américaine, sachant que Versace Gianni a été l'un des premiers à intégrer cette culture à la mode de luxe, à la mode haut de gamme, donc c'était un petit clin d'œil on va dire. Et il y a des références à l'âge d'or américain bien évidemment, mais pas à l'esthétique des tenues. Elle n'est pas allée piocher dans les codes des robes de l'époque pour les mettre sur sa propre tenue. Elle s'est plutôt inspirée de l'énergie de cette période avec cette soif de pouvoir, de succès, de richesse, d'opulence. Et ça me fait d'ailleurs même penser aux nouveaux riches qui voulaient tellement en mettre plein la vue, qui voulaient tellement être intégrés qu'en fait ils en devenaient cheap, ils en venaient de mauvais goût. Et c'est vraiment ce que me fait ressentir cette tenue qui est une robe d'ailleurs qui est entièrement en tulle avec des chaînes brodées. Donatella a expliqué qu'il y a pratiquement 1 km de chaîne qui est brodée sur cette robe et je trouve ça bien par contre qu'il soit allé vraiment jusqu'au bout des choses avec des gants en chaîne, avec ce collier, cet énorme collier en chaîne qui d'ailleurs lors des essayages n'est pas forcément mis immédiatement et on voit à quel point il est important, à quel point il a une valeur ajoutée à la tenue. C'est vraiment l'accessoirisation qui fait que cette tenue est plutôt mode et vraiment aboutie parce qu'en soi la robe toute seule sans tout le reste, elle est plutôt moderne, même Cardi B le dit, elle voulait quelque chose de simple, de clair, de très moderne, mais que ça en devienne dramatique. Et je trouve vraiment que le défi est réussi, ça m'a vraiment fait penser au Gilded Age. Je vois l'inspiration, je vois le thème, je l'ai compris, je trouve que le storytelling est présent et que la tenue parle d'elle-même. Et pour moi, elle est complètement dans le thème. Et je trouve ça d'autant plus fort d'avoir réussi à faire ça en s'inspirant de l'énergie, de l'esprit de l'époque, sans aller piocher dans les codes esthétiques. On peut maintenant parler de Camila Cabello qui est venue dans une tenue Prabal Gurung. Déjà d'un point de vue purement esthétique, on peut voir que la tenue est comme matelassée, mais à la fois c'est pas assez assumé, c'est pas assez présent visuellement pour que ça ait une réelle valeur ajoutée. Le petit top, il est mignon, mais il fait un peu cheapou, il fait un peu trop peut-être casual. Et vraiment, je ne comprends pas ce qu'elle a voulu nous raconter, même avec ses explications. C'est un peu le néant pour moi. J'ai bien compris qu'elle souhaitait absolument faire un choix éco-responsable. Pour elle, c'était très important
important. Donc cette robe est upcyclée, elle a fait un parallèle entre les progrès de l'époque, l'industrialisation et le fait qu'aujourd'hui on est en pleine crise climatique. Elle parle également de l'immigration, elle voulait faire un petit clin d'œil, voilà, l'immigration, c'est vrai que c'était une période où il y en a eu beaucoup et donc elle a voulu retranscrire ça et ici ça se retrouve sur les fleurs qui sont de plein de couleurs et donc qui représentent plein de cultures. Ça ne se ressent pas, le storytelling n'est pas bon, c'est à côté de la plaque, surtout qu'encore une fois il y avait de quoi faire. Par exemple sur le tapis rouge on a pu aussi voir Riz Ahmed, j'espère que je dis bien son nom, qui est venu dans une tenue inspirée des travailleurs immigrants de l'époque, mais façon un peu plus couture, un peu modernisée de nos jours. Sa tenue était très juste, on comprend ce qu'il veut dire, c'est fort, il porte réellement le message et en même temps c'est mode, il y a un côté un peu mode à ça et c'est exactement ce genre de truc qu'on voulait. Camilla, vraiment bichette, ça me fait de la peine, elle comprend pas. Bad Bunny a choisi Burberry pour son premier Met Gala. On voit que c'est du Burberry. Riccardo Tisci a gardé les codes de sa marque tout en intégrant des références à l'âge d'or américain. D'ailleurs, Bad Bunny s'est renseigné sur ce qui se passait dans son propre pays et s'est inspiré vraiment d'iconographie de l'époque, des tenues de l'époque, tout en mélangeant le vestiaire masculin et féminin. On voit par exemple les manches gigot un peu volumineuses qu'on retrouvait beaucoup sur les robes de l'époque. D'ailleurs, il porte une robe et à la fois il a pris les codes des manteaux qui étaient portés par les hommes à cette période et en même temps il y a un certain rendu un peu costume avec en dessous la chemise et la cravate qui est très moderne, très d'actualité. Je trouve qu'il y a un beau mélange, un beau équilibre. Certes visuellement ça lui donne une carrure, une silhouette assez particulière qu'on ne voit pas partout et en même temps je trouve que c'est ce qui fait que la tenue est mode. En plus de ça il n'a pas hésité à se faire vraiment une coiffure pareille qu'on pouvait retrouver plutôt sur les femmes de l'époque et il y a ajouté des bijoux inspirés de l'Amérique centrale qui font partie un peu plus de ses origines. Donc vraiment encore une fois je trouve qu'il y a un beau mélange, un bel équilibre. Je comprends que visuellement, enfin esthétiquement ça ne plaise pas à tout le monde, mais pour moi en plus d'être dans le thème il y a eu des vraies recherches, il y a une vraie proposition, ça change de ce que les autres ont pu nous proposer et j'aime bien l'audace. D'ailleurs plusieurs hommes n'ont pas hésité à s'inspirer du vestiaire féminin en ajoutant par exemple des corsets, de la dentelle, de la transparence ou même en jouant sur les proportions. On a vu pas mal également de costumes avec des jupes. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait que les hommes aient essayé de sortir un peu de ce costume traditionnel qui était la facilité, bien qu'on en a beaucoup vu. Il y a certaines personnes qui ont fait de jolies propositions. Pour continuer avec Burberry, on va parler de la tenue de Nicki Minaj. Juste petit aparté, elle était mais adorable, elle avait vraiment une interaction avec la foule, vraiment elle avait l'air trop gentille. Par contre, sa tenue me laisse un peu perplexe. Déjà le fait que la tenue soit full black la rend un peu illisible parce qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de détails et quand bien même ils ont joué sur les textures, c'est pas assez marquant, c'est pas assez visible pour que ça fasse un réel twist. On peut voir qu'il y a plusieurs superpositions de tulle avec des plumes qui font donc référence au thème. Je suppose qu'ils ont voulu twister ça en ouvrant la robe sur un pantalon en cuir qui est beaucoup plus moderne avec cette grosse ceinture, mais franchement ça fait un peu cheap, finalement c'est pas si moderne que ça en plus cette coupe et puis surtout ce décolleté qui est beaucoup trop court, elle-même le dit, hein, qui se sont plantés et qui lui ont fait un décolleté beaucoup trop court. C'est pas franchement dans l'air du temps et puis c'est pas si raccord que ça avec le thème, on le voit pas d'un premier coup d'œil, c'est vraiment voilà quand on a les rêves qu'on peut trouver quelques détails qui sont en lien avec le thème mais c'est pas suffisant. Passons également à Bella Hadid qui est venue dans une tenue Burberry, elle a décidé de se concentrer plutôt sur la lingerie d'époque avec vraiment le corset comme point central qui est modernisé puisqu'il est dans une sorte de cuir avec les lanières qui sont plutôt sur le côté alors qu'on voit que sur les tenues d'époque c'est plutôt derrière. J'aime bien ce petit twist. Elle a également proposé une sorte de superposition de matière au niveau du bas de la jupe mais au lieu de le prendre de façon très littérale avec des couches qui se superposent sur la jupe, on a plutôt un jeu de transparence avec les collants qui sont dans un motif dentelle. Franchement j'aime bien la conception, j'aime bien l'idée. Certes on l'a connue plus audacieuse, on l'a connue plus iconique mais c'est pas à côté de la plaque pour autant. J'aime bien également le petit clin d'œil des perles à la cheville. Ça change de l'accessoirisation qu'on voyait à l'époque, c'est plus moderne et pourtant on fait facilement le lien. Franchement c'est pas mauvais, c'est pas un coup de cœur pour moi mais c'est pas mauvais et encore une fois nouvelle aparté, elle aussi elle était mais adorable avec la foule, vraiment elle l'irradiait de gentillesse.
D'autres personnalités ont décidé de choisir le corset comme point central. C'était la facilité, vous allez me dire, donc c'était normal de miser sur le corset, mais il y avait moyen de faire des propositions plutôt mode, comme par exemple Lizzo qui a une robe corsée de la marque Thom Browne. En même temps, personnellement, je suis rarement déçue de Thom Browne, ils ont vraiment une vision mode assez pointue, et là c'est le cas puisqu'ils ont décidé certes de s'inspirer du corset, mais non pas de déformer le corps, de lui déplacer là ses organes à la mort pour lui serrer la taille, et au contraire ils ont plutôt joué avec les proportions de la robe pour lui créer une silhouette typique de l'époque. Là où je suis un peu déçue, c'est qu'il manque peut-être le côté faux cul. Franchement, il fallait aller dans le too much. Moi j'aurais voulu avoir un gros volume sur l'arrière, ça aurait été mais iconique, mais ça reste une jolie proposition, esthétiquement encore une fois, pas ma préférée, mais j'aime bien l'idée qu'il y a derrière, j'aime bien comment ils ont travaillé le corset pour le transformer en robe, mais en plus de ça en réfléchissant réellement la tenue, avec en plus cet énorme manteau qui est mais splendide. Il a fallu 22 000 heures pour le broder, c'est un travail exceptionnel, magnifique. Lizzo a décidé en plus de venir avec une flûte qui est accordée au motif de son manteau, et encore une fois on peut facilement faire le lien entre tous les éléments. Elle a le corset, au lieu d'avoir la jupe très imposante, opulente, elle a décidé de le transformer en manteau, ce qui est plutôt moderne et dans l'air du temps. En plus un manteau exceptionnel qui d'ailleurs avait l'air franchement très lourd. Dès qu'elle est arrivée en haut des marches, elle a enlevé et on voyait les mecs se trimballer avec le manteau qui avait l'air vraiment d'être une pièce splendide, magnifique, je me répète, mais je trouve que c'est une œuvre d'art carrément. Et elle a même réussi à faire un clin d'œil à ses propres origines avec le collier qui est un ring neck. Je sais pas comment on dit ça en français, je suis désolée, mais vraiment le tout est très cohérent, c'est plutôt audacieux. Lizzo sait faire des propositions mode et elle nous le prouve encore une fois aujourd'hui. Paloma Elsesser et Preciously ont elles aussi décidé de miser sur le corset comme point central de leur tenue, équilibrée par une proposition plus moderne sur le reste. C'était un peu la facilité, mais ça leur va bien, c'est bien joué. Notamment pour Preciously, j'ai beaucoup aimé la proposition. Parlons maintenant de Sydney Sweeney qui est venue dans une tenue Tory Burch. Elle a misé sur une sorte de robe de princesse. On voit bien que la tenue est très travaillée, c'est très joli, le corset a plein de détails. J'aime beaucoup la matière sur la jupe, cet effet un peu froissé. Je trouve ça divinement beau avec les petits froufrous sur le dessus. Et je suis sûre que dans la tête de beaucoup, en plus miser sur une grosse robe avec un effet très traîne, ça avait quand même un côté un peu historique, alors que franchement pas du tout, il y avait tellement de choses à faire. Et là en l'occurrence elle l'enlève, elle nous fait une transformation, elle enlève la grande jupe pour laisser place à une petite jupe qui est, je suppose, censée être considérée comme plus moderne. Déjà les transformations, comme je l'ai dit, ça commence à être la routine. Quand on a eu Blake Lively en plus qui a fait quelque chose de très cohérent, là ça paraît un peu cheapouille, bien qu'elle ait été très mignonne encore une fois. Ça n'a pas l'effet escompté, ça n'a pas l'effet waouh. C'était mignon, mais honnêtement ça ne raconte rien, ce n'est pas mode. Et comme je vous le disais, elle n'est pas la seule. On a Miranda Kerr qui est venue dans une tenue Oscar de la Renta, princesse, mariage, on ne sait pas trop. Et également Camille Cottin qui est venue dans une robe Dior qui est très jolie. Elle aurait porté ça au César, à Cannes, ça aurait été très frais, très joli. Mais là on la voit dans la vidéo Vogue, son explication c'est un style d'époque. Mais ça veut dire quoi, c'est un style d'époque? Ça veut tout et rien dire, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu mises sur une grosse robe que ça a des références historiques. Enfin, surtout ici, les références esthétiques durant l'âge d'or américain étaient si fortes qu'en fait tu peux pas juste te dire oh il y a un style un peu d'époque. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Passons à une autre française, j'ai nommé Léna Situation, et rien qu'on voit la photo, on voit la shape, on sait qu'elle a fait ses recherches, on sait qu'elle a fait ses devoirs, et ça me semble tellement rare sur ce tapis rouge que franchement bravo, ça fait du bien. Elle est allée faire une interprétation plutôt littérale du thème avec par exemple ce gros volume au niveau des fessiers qui fait référence aux tournures que les femmes portaient à l'époque, et à la fois elle a réussi à l'adoucir et à le moderniser et à ne pas tomber surtout dans le too much. C'est ce qui fait que la tenue est plutôt équilibrée. Par exemple au niveau du top on voit bien que la poitrine ressort bien, que la taille est bien marquée, et à la fois elle n'a pas joué le côté too much et facile du corset. Pareil pour les détails qu'on voyait beaucoup sur les robes à l'époque, tels que les rubans ou les fleurs. Au lieu de les accumuler comme on pouvait le voir sur les robes historiques, là c'est plutôt brodé avec en plus des couleurs qui sont assez fraîches, qui se répondent bien avec le bleu de la robe. Et puis surtout moi ce que j'aime beaucoup c'est l'ouverture de la jupe, là où à l'époque les femmes cachaient absolument leurs jambes, elles ne pouvaient pas vraiment les
les montrer. Ici elle joue au contraire avec, même en montrant un peu un short qui peut rappeler la lingerie de l'époque. Donc franchement c'est une très bonne proposition. Certes ça aurait pu être encore plus audacieux, mais elle est jeune, c'est son premier Met Gala et globalement elle est en train de vivre un peu tous ses premiers tapis rouges. On voit qu'elle cherche encore un peu son style, vers quoi se diriger, qu'elle teste plusieurs trucs. Là elle a respecté le thème de l'âge d'or américain et à la fois c'est frais et moderne, donc chapeau. Passons maintenant à ma queen sur terre, j'ai nommé Sarah Jessica Parker. Est-ce que j'ai versé ma larme lorsque je l'ai vue? Bien évidemment. Elle est venue habillée d'une robe Christopher John Roger, mais malheureusement ils se sont inspirés plutôt des tenues de 1860, ce qui est un peu hors thème du coup, ce n'est pas dans l'âge d'or américain et on voit bien que les codes ne sont pas très justes puisque justement en 1860 on utilisait encore beaucoup les crinolines alors qu'en 70 on utilisait les tournures et les faux culs. Donc voilà, on voit qu'il y a un manque de justesse. Après par contre j'aime beaucoup le motif qui se retrouvait à l'époque, ce carreau, et qui est à la fois hyper moderne. J'aime bien le corset, enfin le top qui vient un peu long. J'aime beaucoup également surtout le chapeau avec ses grandes plumes. D'ailleurs à l'époque c'était tellement utilisé à outrance dans la mode que ça commençait à réellement choquer. On a eu les premières associations pour les oiseaux à ce moment-là et il y avait même des boycotts dans certaines villes, dans certains pays. Là où ça aurait été encore mieux, quitte à utiliser des plumes en chapeau, ça aurait été vraiment de recréer un oiseau en plumes parce que déjà ça se faisait beaucoup à l'époque et ça aurait été un joli clin d'œil à son personnage dans Sex and the City qui pour son mariage porte un oiseau dans sa coiffe, donc ça aurait fait un joli lien. La tenue est jolie mais pour moi pas vraiment juste. Passons à Gigi Hadid qui est venue habillée dans une tenue Versace. Beaucoup disent qu'elle est hors thème, alors qu'honnêtement j'ai directement vu l'esprit Gilded Age sur cette tenue dès qu'elle est arrivée. Elle était tellement imposante, tellement puissante, je vous jure sur le red carpet on ne voyait qu'elle. À partir du moment où elle est arrivée, il y avait qu'elle. Le manteau était vraiment imposant. D'ailleurs on voit qu'il est très lourd, elle a du mal à marcher avec, elle est même essoufflée carrément d'avoir monté les marches avec. C'était vraiment très opulent, très too much, over the top. Je vous jure que ça en mettait plein la vue et c'est accentué avec tout ce matelassage que moi j'apprécie beaucoup et qui pour moi est plutôt moderne. Ça me fait penser aux doudounes, mais contrasté avec cette matière satinée puis ce rouge profond qui reflète beaucoup les lumières et qui moi personnellement me fait penser à la période de l'âge d'or doré où c'était le genre de couleur qui était beaucoup utilisé. Ajoutez à ça la combi en latex qui est totalement dans l'air du temps et ce corset qui est très modernisé, qui est présent également sur le manteau et ça me fait penser à la dernière collection Versace avec ses doudounes tout en corset et tout qui avait fait l'unanimité, enfin du moins qui avait beaucoup plu dans mes commentaires sur Instagram. Donc franchement moi je vois la vibe, j'ai compris directement, donc ça m'étonne que autant de personnes estiment qu'elle soit hors thème. Moi je vois ça vraiment comme une interprétation très actuelle des tenues d'époque avec quelques références par-ci par-là mais surtout une énergie, un esprit de l'âge d'or américain qui se retrouve dans cette tenue. Et puis en plus ça lui va divinement bien. J'adore la silhouette, hein, je la trouve hyper mode, hyper pointue, j'adore. Par contre, mini coup de gueule, j'aurais bien aimé avoir son point de vue sur sa tenue, qu'elle en dise un peu plus. Et avant, les interviews en haut des marches servaient justement à ça, en savoir un peu plus sur la vision que la personnalité avait envie de retranscrire dans sa tenue. Et là, maintenant, les interviews, c'est juste « Ah, t'es trop belle, ah, toi aussi, t'es trop belle !» On s'en fout en fait. Expliquez-nous vos tenues. Enfin, je trouve ça vraiment très frustrant. Voilà, je tenais à le dire. Parlons rapidement d'Hailey Bieber qui est venue dans une tenue Yves Saint Laurent qui est totalement à son image. Ça ne nous étonne pas, elle aurait pu largement sortir cette tenue sur n'importe quel red carpet, bien que j'ai l'impression que pour elle cette cape manteau est quelque chose d'un peu over the top. La tenue en soi est vraiment belle, on voit que les matières sont soyeuses, ça vole dans le vent, il y a quelque chose de très luxueux et pour l'avoir vu en vrai c'est vrai que ça en jetait. C'était vraiment très joli mais c'est pas du tout dans le thème. Je comprends pas également pourquoi elle a mis des collants qui en plus du coup associés à cette sandale sont très visibles au niveau du pied. J'ai pas du tout compris le concept. Donc oui, très jolie mais ailleurs quoi, va aux Oscars. Elle quand on lui a dit le thème Gilded Glamour, elle a retenu que glamour. Puis pour finir, je crois que je n'ai oublié personne, j'espère, on va s'attaquer à la team Kardashian-Jenner parce que pour le coup elles étaient toutes là. On va commencer par la reine mère, j'ai nommé Kris Jenner bien évidemment. On va quand même passer rapidement sur sa tenue parce que ce n'est pas la plus intéressante et ce n'est pas celle que vous attendez, j'en suis sûre. Elle a choisi une robe Oscar de la Renta jaune. Elle a l'air de beaucoup aimer le jaune. Elle était trop contente que sa robe soit jaune. Elle a fait que le répéter. Et cette robe est une réplique de la robe de Jackie Kennedy. Quel rapport avec le thème, vous allez me demander?
je n'en sais foutrement rien. Déjà, je pense que c'était pour faire un lien avec la tenue de Kim Kardashian dont on va reparler juste après. Et puis en plus, comme le premier thème était en Amérique et que tout le monde pensait que ça allait être une sorte de suite, ce deuxième red carpet, je pense qu'elle a raté un wagon et qu'elle a pas trop compris que le thème changeait. Esthétiquement, je trouve cette tenue un peu fade, la couleur est pas super fraîche, il n'y a pas beaucoup de détails. En plus de ça, c'est plutôt mémérisant pour elle. Franchement, pas top, hein. Khloé Kardashian était présente pour son premier Met Gala dans une tenue Moschino et je pense qu'elle aussi a compris le thème de manière très premier degré, gilded glamour, glamour doré, robe dorée avec des gants et une cape un peu hollywoodienne je pense pour le côté glamour. Et puis c'est tout. C'est vrai qu'on voit peut-être un corset en transparence, mais clairement je pense pas qu'elle ait joué le thème. Et puis même par exemple comparé à Cardi B qui était d'ailleurs présente sur le red carpet en même temps qu'elle, donc ça faisait un peu contraste. On voit que c'est pas assez over the top, c'est pas assez too much, c'est pas assez opulent pour qu'il y ait le même message que Cardi B, à savoir vouloir montrer sa richesse, son succès, etc., etc. Je pense juste qu'elle était à côté de la plaque. Elle est mignonne, on voit qu'elle était hyper stressée, hein. Franchement dans la réalité elle bougeait pas, on aurait dit une statuette, elle avait l'air perdue ma chouchou. En plus ils étaient pleins en même temps sur le red carpet, des grosses têtes, donc je pense que ça va pas jouer en sa faveur, mais de toute façon la tenue en elle-même c'est fade, c'est un peu has-been, on se fait chier quoi. Autre sœur Kardashian, il s'agit de Kourtney qui était donc accompagnée de son mari Travis. Tous les deux étaient habillés en Thom Browne, un choix plutôt mode, surtout pour Kourtney Kardashian. Travis lui a déjà été habillé par la marque et il porte super bien le costume. On voit que c'est vraiment un costume typique qu'on pouvait retrouver à l'époque, il a vraiment twisté avec la jupe, alors que Kourtney Kardashian elle a une tenue beaucoup plus destroy et c'est là tout le concept, puisque Kourtney a en fait la tenue déconstruite de Travis. Elle a la chemise qui a été coupée, elle a le blazer qui est en fait derrière cousu sur la jupe, elle a la jupe que lui-même porte mais de manière un peu déconstruite sur le bas. Enfin vraiment tous les éléments que lui porte on les retrouve également sur sa tenue. Elle donne une explication un peu gnangnan de c'est moi qui suis jolie et qui porte la tenue déconstruite, alors que Travis est un peu tatoué, un peu rebelle et c'est lui qui porte la tenue clean. Mais ça reste une proposition cool, on n'a pas eu plus d'explications, alors je vais un peu spéculer et donner mon interprétation de la tenue. Déjà ça m'a fait penser potentiellement à une sorte d'hommage aux couturiers de l'époque, ça aurait pu, mais surtout ça m'a fait penser à la silhouette à la Gibson Girl qui était plutôt du coup dans les années 90 voire 1900 et plus, avec la femme qui se libère, qui portait pas mal de chemisiers, une jupe qui est un peu moins imposante, mais il n'empêche qu'on retrouve quand même ce volume sur le derrière avec la déconstruction de la veste de Travis. Moi ça m'a fait penser en tout cas à une sorte de tournure revisitée, avec un léger volume au niveau des fessiers et la traîne qui continue. Franchement je vois un parallèle avec même les femmes qui commençaient à faire du vélo, qui commençaient à dévoiler leurs jambes. Ça aurait été cool qu'elle ait un discours presque engagé, voire féministe, en disant que justement elle a voulu rendre hommage aux femmes qui commençaient à se libérer à l'époque. Kendall Jenner est venue dans une tenue Prada qui était l'une des plus réussies de tout le clan Kardashian, il faut se le dire, avec cette jupe qui était over dramatique, pleine de détails. On voit vraiment des détails qui font penser à l'époque, avec tout ce smoke, ces froufrous, mais de manière très équilibrée, c'est bien placé, c'est pas mis de partout, on comprend le clin d'œil, on comprend la référence, et pour autant ils sont pas allés dans la reproduction historique. Ça fait même comme des motifs sur la jupe, ça donne une belle dynamique. En plus je pense que le tout est fait en taffetas, qui était une matière beaucoup utilisée à l'époque et qui reflète quand même assez bien la lumière. Là en plus avec ce coloris noir, franchement ça rend hyper bien et très contrasté avec le top. Le débardeur est une pièce quand même très actuelle, très moderne, en plus de ça assez tendance, et là où je trouve que c'est très audacieux et très intelligent, c'est de l'avoir joué en transparence. Là où à l'époque elles étaient emprisonnées dans des corsets avec la poitrine qui leur remontait jusque là, des énormes tournures, quelque chose d'hyper pas pratique. Là Kendall Jenner a pris le contre-pied et totalement dans l'air du temps en nous faisant du free boobs. C'est quelque chose qu'on dit aux femmes maintenant, vous n'êtes plus obligées de porter des soutiens-gorge. Il y a même encore légèrement un tabou autour de ça, autour de la forme des seins, les seins tombants, etc. Et là, en libérant son corps et en plus en le laissant en transparence, je trouve que ça fait complètement sens. C'est complètement et dans l'air du temps et dans le thème, je suis complètement fan. Ensuite,
Bien sûr que je vais faire Kim Kardashian pour la fin. Donc d'abord, on va parler de Kylie Jenner qui a une tenue qui a beaucoup fait parler également. Elle a fait le choix de venir dans une tenue off-white par Virgil Abloh, donc qui est décédée il y a quelques mois, donc c'était un hommage. Elle dit dans la vidéo où elle se prépare qu'ils en parlaient depuis 2 ans et que c'était donc important pour elle de porter l'une de ses créations à ce Met Gala. Et d'ailleurs, elle a failli ne pas y aller et c'est vraiment pour rendre hommage à Virgil Abloh qu'elle y est allée. Et je vais prendre l'un des premiers commentaires les plus likés sous la vidéo de Kylie pour réagir. Le commentaire dit: je me fiche de ce que tout le monde dit sur le look de Kylie, il n'a pas été fait pour le thème du Met, c'est en honneur à Virgil Abloh et je ne suis absolument pas d'accord. À quel moment tu rends hommage à un créateur en portant une tenue qui est 100% critiquée, voire qui est carrément moquée tellement elle est incomprise, tellement elle est hors thème et tellement elle n'est pas adaptée à ce contexte. L'intention a beau être mignonne et jolie, le message n'est pas du tout passé et comme je le dis, la tenue est carrément moquée. Pour moi, on est loin d'un hommage. Je suis moi-même allée fouiner un petit peu dans les collections de Virgil Abloh, voir si elle aurait pu choisir une meilleure proposition et spoiler, elle aurait pu. On a par exemple cette silhouette qui est entièrement faite en t-shirt, qui est un produit très moderne, totalement dans l'air du temps, mais ici qui a été revisité pour le transformer en robe. On voit qu'il y a un peu des volumes au niveau des hanches. Elle aurait rajouté un corset par exemple, ça passait crème. On a également celle-ci qui n'aurait pas été totalement juste, elle fait plus penser aux années 60 avec la crioline, mais on a quand même une superposition de matière avec de la dentelle, avec des froufrous, twisté avec le sweat, ça aurait pu largement faire l'affaire. Celle-ci également où il y a un gros volume sur le derrière mais hyper sportwear. Puis pour finir, on a cette silhouette avec le vestiaire féminin, masculin qui se mélange et qui fait référence au smoking pour hommes qui s'est popularisé pendant l'âge d'or américain avec le chapeau haute forme, etc. et qui là est hyper modernisé pour une femme. Bref, vous voyez, il y avait de quoi faire, il fallait juste aller chercher un peu dans les bonnes archives. Là, c'est juste qu'elle en a fait qu'à sa tête et qu'elle a pris une robe un peu dans le grandiose, je pense, un peu dans le too much, et elle est passée complètement à côté. Et en plus, si je peux me permettre, je trouve qu'elle n'avait pas la prestance pour porter ce type de tenue, et c'est ce qui fait, je pense, que beaucoup ont trouvé ça ridicule comme proposition, alors que sur le défilé, c'était plutôt cool. Puis pour finir, on va passer bien évidemment à Kim Kardashian qui a fait le buzz, qui a vraiment marqué ce Met Gala puisqu'elle a décidé de venir dans une tenue de Marilyn Monroe. Je vous avais déjà tout expliqué en story et sur TikTok, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me rejoindre, mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous faire un petit récap. Déjà pour vous remettre dans le contexte, en 1962, Marilyn Monroe est montée sur scène pour chanter un joyeux anniversaire au président Kennedy. C'est un moment qui a marqué l'histoire américaine, mais également l'histoire de la mode. Il faut savoir que c'est une robe qu'a commandée Marilyn Monroe au designer Jean-Louis et elle a été faite en fonction d'un dessin de Bob Mackie et c'est une robe qui vraiment a été faite pour Marilyn Monroe. C'est fait en fonction de ses courbes, de sa taille, même le but était qu'elle paraisse comme nue mais scintillante sur scène, donc la couleur de la robe correspond à sa couleur de peau et carrément la robe aurait été fermée sur elle au niveau de son fessier, donc il n'y a pas de petite fermeture éclair, de petits boutons ou je ne sais quoi, vraiment la robe a été cousue et fermée sur elle. À l'époque, Marilyn Monroe l'avait commandée pour environ 1500 $ et elle a été revendue plusieurs fois par la suite, une première fois en 99 pour environ 1 million de $ et une deuxième fois en 2016 au musée Riley, on en reparlera juste après, pour la somme de 5 millions de $. C'est un record et c'est ce qui en fait la robe la plus chère au monde. Et sachant que maintenant c'est encore pire puisque la robe est estimée à 10 millions de $, c'est du jamais vu. Et c'est donc ce musée Ripley qui a prêté la robe à Kim Kardashian, sachant que ce n'est pas vraiment un musée, c'est plutôt une sorte de société privée qui se dit musée de la pop culture, mais par exemple un musée n'aurait jamais prêté une pièce pareille, c'est carrément dans leur code, c'est un truc international, un musée ne fait pas prêter des pièces comme ça. Et donc ce prêt a suscité quand même plusieurs problèmes. Déjà, Marilyn Monroe et Kim Kardashian n'ont pas la même morphologie, c'est un fait, elles n'ont pas le même corps et donc la robe a été faite pour Marilyn Monroe à sa taille. C'était plus compliqué pour Kim Kardashian de rentrer dedans. Elle a dû perdre déjà pas mal de poids, ce qui a été critiqué. Moi très honnêtement je vois ça comme une performance. Je sais que la mode paraît peut-être un peu futile pour beaucoup de personnes, mais c'est un art à part entière à mes yeux et tout comme les acteurs doivent parfois se transformer pour un rôle ou même les bodybuilders pour certaines compétitions. Personnellement, ça ne me dérange pas que Kim Kardashian ait dû modifier son corps pour rentrer dans une robe qui, en plus, est quand même une robe historique qu'elle ne peut pas porter tous les jours comme elle veut. Enfin, je veux dire, c'est pas
Elle a pas perdu du poids pour la prochaine campagne H&M quoi. Elle a perdu du poids pour vivre un moment iconique, historique. Donc honnêtement, je comprends totalement pour la performance à partir du moment où c'est fait de manière encadrée, qu'elle ne fait pas l'apologie de cette perte de poids, etc. Moi, ça me va. Mais malgré cette perte de poids, elle n'a pas pu totalement enfiler cette robe puisque son fessier restait quand même plus volumineux que celui de Marilyn Monroe et donc la robe est restée ouverte. Non, elle ne l'a pas craqué ou je ne sais quoi, la robe était déjà ouverte, elle est restée ouverte et elle a caché le carnage avec un manteau, mais ça sous-entend quand même que la robe est toujours trop petite et que donc potentiellement ça a tiré sur les tissus, ça a tiré sur les broderies et vous allez le voir par la suite, c'est l'un des plus gros problèmes. Puisque vous l'avez compris, c'est une pièce unique, rare, il n'y a que cette robe qui a été portée par Marilyn Monroe. Normalement elle est conservée dans des conditions très particulières, tout le monde doit y faire attention, enfin il y a tout un encadrement autour de cette robe et donc elle ne pouvait pas la porter comme elle voulait, quand elle voulait, où elle voulait. Donc pour la préserver au maximum, elle est arrivée un petit peu avant devant le Met, elle a enfilé la robe devant le Met, elle a monté les marches avec la réelle robe de Marilyn Monroe et une fois arrivée en haut, elle a retiré cette robe pour porter une réplique. Donc pendant toute la soirée, en fait, elle portait une fausse robe, une réplique de celle de Marilyn Monroe pour pouvoir manger tranquillement, s'asseoir, etc. sans dégrader le réel modèle. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'elle aurait juste dû porter une réplique avec même la bonne couleur de peau, etc. Honnêtement, je trouve que ça aurait eu zéro impact. Enfin, moi, je suis vraiment de la team, soit elle portait la robe de Marilyn, soit elle trouvait une autre idée, mais la réplique, pour la soirée c'est ok parce qu'il fallait bien qu'elle mange etc, mais sur le red carpet pour moi ça aurait eu zéro intérêt. Beaucoup d'archivistes, de conservateurs, d'historiens s'accordent pour dire que qu'elle n'aurait jamais dû porter cette robe, que c'est une pièce historique et pas seulement iconique pour la pop culture, bien historique politiquement et socialement parlant. Une pièce qui aurait dû être intouchable, qui doit être vraiment conservée, qui est importante pour l'histoire américaine et je comprends, j'entends, de toute façon généralement quand il y a des pros dans leur domaine qui s'accordent tous pour dire quelque chose et qui développent leur argument, je vais plutôt dans leur sens puisque ils s'y connaissent plus que moi sur le sujet, donc je les écoute. Après de mon point de vue personnel, de mon humble avis, c'est pas du tout quelque chose qui m'a choqué. J'ai trouvé le moment plutôt iconique, elle a remis la robe sur le devant de la scène. J'entends qu'il y avait vraiment que Marilyn Monroe qui l'avait portée, qui avait son essence entre guillemets sur la robe et que maintenant il y a l'essence de Kim Kardashian qui a un peu tout gâché. Mais pour moi c'est juste une continuité de l'histoire de cette robe. J'aime la pop culture actuelle et ce moment quand bien même est-il estimé douteux vient de marquer l'histoire de la mode une nouvelle fois et en plus je l'ai vu de mes propres yeux alors je vous dis pas et je trouve qu'en fait beaucoup de personnes en ont profité pour bâcher Kim Kardashian, pour la comparer à Marilyn Monroe, mais si le problème c'est réellement la conservation de cette robe qui est historique et qui a marqué l'histoire américaine, ce que j'entends totalement, le fait que Kim Kardashian soit digne ou pas de la robe, c'est un non-sujet. Et puis ça me fait questionner quand même encore plus si tous les historiens s'accordent pour dire que c'est vraiment une pièce maîtresse de l'histoire américaine qu'il faut absolument conserver, etc. Qu'est-ce qu'elle fout chez Ripley qui est un musée de la pop culture? Pourquoi a-t-elle été vendue de base? Puis est-ce que le Costume Institute du Met était au courant et a validé cette tenue et donc était d'accord avec tout ce dispositif? Je sais pas, ça me questionne. Et concernant le thème, parce que c'était quand même un gros sujet également, tout le monde l'a estimé hors thème. Je ne suis pas d'accord. On est quand même sur une époque où il y avait beaucoup de corruption, où la richesse faisait le pouvoir, où tout était tellement over the top que ça en devenait cheap, de mauvais goût. Et vous allez me dire que Kim Kardashian, qui arrive à obtenir une robe historique, parce que c'est elle qui l'a demandé, seulement grâce à son statut, ce qu'elle représente, son pouvoir et sa richesse, ce n'est pas dans le thème. Je ne suis vraiment pas d'accord. La robe en elle-même n'est pas dans le thème, mais le moment est dans le thème. Par contre, je pense que c'est clairement malgré elle qu'elle est dans le thème puisqu'elle-même a expliqué qu'elle aurait fait plutôt une continuité du premier thème. Elle s'est questionnée sur ce qu'elle aurait porté si elle n'avait pas choisi le full look black Balenciaga la dernière fois et c'est donc sur la robe de Marilyn Monroe que son choix se serait porté. Il y a tellement à dire sur cette tenue, sur ce moment que j'aurais pu en faire une vidéo dédiée très clairement, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé et je vais en profiter pour vous faire la conclusion de ce que j'ai pensé de ce Met Gala.
Je rappelle que les invités sont censés être un peu la crème de la mode. Pour participer au Met Gala, c'est que vraiment on a une certaine sensibilité mode, qu'on a un truc avec la mode et qu'on est normalement pas là pour rien. Et quand je vois que les invités soit s'en foutent du thème, comme ça c'est clair, c'est net, soit ne le comprennent pas, soit le jouent vraiment trop soft et n'osent pas être justement mode, bah quand même ça me questionne. En plus c'est devenu quand même un événement très pop culture, beaucoup de gens s'y intéressent et des gens qui ne s'intéressent pas forcément eux à la mode. J'ai l'impression que ça fait peut-être aussi un peu peur aux invités et qu'ils n'osent plus aller vers de grosses vraies propositions qui restent très soft. Ils essayent d'être toujours esthétiquement beaux, ils essayent de rester dans le beau, mais la mode c'est plus que du beau. Beaucoup trop de gens nous proposent des robes balles de promo, des robes de princesse, toutes dorées, toutes paillettes, mais franchement c'est chiant. Et même du point de vue des designers, des marques, je trouve que franchement ça la fout mal. Pour moi, un événement tel que le Met Gala est beaucoup plus important pour l'image d'une marque que par exemple un défilé, parce que comme je l'ai dit, c'est une cible beaucoup plus large et rater comme ça ces propositions, être complètement à côté de la plaque, je me dis c'est complètement détonnant. Quand on voit les propositions de Louis Vuitton ou même là pour cette année de Moschino, je me dis que ça marque pas positivement les esprits, c'est pas possible. Après je le prends peut-être aussi un peu trop à cœur parce que c'est mon événement préféré, c'est un truc qui moi me passionne, que j'adore. Pour aller attendre 8 heures sous la pluie, c'est que vraiment ça me passionne, vous imaginez bien. Mais du coup oui c'est décevant, après je suis contente de l'avoir vécu en vrai. Ça reste un bel événement et j'ai toujours très hâte de voir la prochaine édition. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire quelle a été votre tenue favorite. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, c'est là où je suis la plus spontanée et où je vous partage un peu de tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.